Salut, c'est Riles, vous êtes dans Click and Chill. Là, on va regarder Myself and the Sea. I think I'ma do it, just myself and the sea. I think I'ma do it, need no one. I think I'ma do it, just myself and the sea. I think I'ma do it, need no one. C'est un morceau qui fait partie de ton premier album, Ouais. Welcome to the Jungle, qui est sorti le 30 août. Est-ce que tu peux me dire où tu as tourné ce clip et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, on a tourné ce clip à 40 minutes de Paris pour la scène dans la soirée. Et ensuite, la scène à la plage, on l'a tournée vers Montpellier. On l'a tourné vers, si je dis pas de bêtises, mai, juin, ouais, un truc comme ça. Et en fait, du coup, j'ai voulu faire un embranchement au clip Against the Clock. C'est-à-dire que j'essaie de lier en fait un peu tous les clips ensemble depuis le début que je tourne mes clips. Et dans Against the Clock, il y a un passage où justement je saute par la fenêtre et j'atterris sur la plage. Et en fait, ça a été un peu le premier embranchement de la séquence Against the Clock, où là, je me retrouve sur la plage, je me réveille. Et toujours Dans Against the Clock, j'essaie en fait d'échapper à la mort, beaucoup de fois. Et dans Myself and the Sea, là, je me rends en fait à la mort et je vais dans l'océan pour au final, dès que je me commence à me noyer, il y a un peu ce délire de on se retrouve dans une soirée, je comprends pas c'est quoi, c'est un peu le paradis. Et dans la soirée, il y a le son Thank God qui va être le clip qui va suivre ensuite, le prochain clip que je vais sortir. Et vraiment, j'essaie de lier un peu les trois clips, donc Against the Clock, Myself and the Sea et Thank God, pour faire une espèce de trilogie. Et du coup, dans ce clip, je me noie en fait. C'est un peu un suicide et je suis un peu dans un délire, une soirée un peu peu chelou. Ouais, un peu chelou, tu vois. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont un peu extra. Toi, tes soirées, elles ressemblent à ça? Voilà, non, pas du tout, mais en fait, on s'est beaucoup inspiré du film Knights of Cup. Il y a une scène, en fait, surtout où tu as l'acteur principal qui découvre un peu, qui est un peu dans une soirée, mais il est un peu hors de la soirée, c'est-à-dire qu'il est dans ses pensées, tu le vois un peu marcher, il regarde les gens, il est très contemplatif de l'endroit dans lequel il est. Et c'est un peu ce qu'on a voulu recréer, surtout avec le sablier qu'on a taillé en glace. C'est vraiment la référence, c'est Knights of Cup. C'était vraiment la base de la référence pour cette séquence de soirée. Ensuite, je me rejette dans la piscine. Et là, tu te rends compte que je retourne à la réalité, je vais à la dérive et j'essaye de me sauver, mais en vain en fait. C'est juste une espèce de cercle vicieux ce clip. Du coup là, on va checker Runaway de Kanye West. And I always find something wrong. You've been putting up with my it's just way too long. Il y a un morceau dans ton album qui m'a fait penser au début de la carrière de Kanye West, qui s'appelle Utopia, le morceau dans ton album qui s'appelle Utopia. Kanye West, c'est une de tes grosses références? Ouais, en fait, c'est un peu pour moi la personne qui a vulgarisé, entre guillemets, l'art en général et a su le combiner aussi à la musique, avec le rap. Par exemple, moi, l'album qui m'a marqué le plus, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, du coup. Et il a travaillé avec un peintre qui s'appelle Georges Condo pour faire sa cover d'album. Et il a créé vraiment tout un univers autour de cet album-là, que ce soit visuel, même en termes de couleurs. On sent vraiment qu'il y a vraiment une patte très marquée. C'est pour ça que dans mon premier album, j'ai aussi travaillé avec un peintre que j'adore et que je suis son taf depuis longtemps. Il s'appelle Denis Sarrazin. C'est un peintre de l'Académie d'Ukraine. Je lui ai envoyé tous les croquis. En fait, je voulais pas trop non plus Je sais très bien que ces peintres-là, ils n'ont pas forcément trop de time. Donc je lui ai envoyé tous les croquis de la peinture que je voulais. En fait, je peins, mais moi je trouve que j'ai pas encore le niveau nécessaire à faire une cover du niveau de Denis, tu vois. Et je lui ai envoyé tous les croquis, toutes les infos, tous les détails que je voulais mettre dans
dans la peinture et on a travaillé ensemble pendant 3-4 mois. On a fait beaucoup d'échanges et au final, ouais, ça a donné la peinture aussi de l'album. Et pour en revenir à Kanye West, du coup, oui, c'est quelqu'un pour moi qui m'a beaucoup marqué en termes de liberté, entre guillemets, artistique. Ça veut dire quoi d'ailleurs les mouvements de main qu'il y a sur la pochette de ton album? C'est du langage des signes, en fait. Quand on met toutes les mains ensemble, ça veut dire help, H-E-L-P. Et voilà, c'était une manière de lancer un espèce d'appel à l'aide, mais sans trop le dire, quoi. Un peu qui je suis. Ok. Je vais dire les choses sans les dire. Ok. Et du coup, on parle de peinture, mais toi, tu dis que tu peins, ça fait longtemps que tu as commencé à peindre il y a longtemps. Et il me semble qu'à un moment, tu vendais même des peintures. Ouais, en fait, j'ai commencé à peindre surtout pour les anniversaires. En fait, j'avais pas forcément de thunes pour offrir des cadeaux et ça a commencé avec la famille. Je faisais des portraits de mes oncles, de ma cousine, etc. Et il s'avère qu'ils vraiment ils aimaient bien ce que je faisais. Donc après, c'était à la période du lycée, vraiment tous les cadeaux que j'offrais, tout le temps, c'était des peintures. Tu vois, on savait que quand on m'invitait à un anniversaire, c'était une peinture. Mais après, j'essayais de me challenger. Des fois, je faisais des petits pointillés. Des fois, je faisais un portrait avec juste écrit le nom de la personne à répétition et ça faisait un peu son visage. Je pourrais vous envoyer les photos en question. Mais ouais, du coup, de fil en aiguille, en fait, c'était une petite graine que j'ai plantée et au final, je me suis pris de plus en plus au sérieux à la peinture. Surtout à l'époque où j'avais vraiment besoin d'argent. C'était pendant les Relay Sundays et même un peu avant. J'avais besoin d'acheter du matériel pour mon studio, donc un micro, une carte son, un préampli, et ça coûte extrêmement cher. Bien que je les achetais sur des sites genre Le Bon Coin ou des trucs qui étaient d'occasion, j'avais vraiment besoin d'argent et ça fait que j'ai commencé là à faire des toiles sur des plus grands médiums. Donc en général, je peins sur du carton parce que c'est le médium qui coûte le moins cher. Ça coûte environ 10 € au magasin où j'allais à Rouen et du coup, je peignais sur du carton avec de l'acrylique et je faisais des peintures de stars ou je prenais des commandes en fait. Pogba, c'était pour le fils de ma voisine et elle m'a passé 150 balles et avec ça, j'ai pu changer ma carte son quand elle avait grillé et en fait continuer ainsi de suite, quoi. C'était vraiment à la base pour un peu survivre que je faisais de la peinture, mais de mon côté, j'aimerais bien aussi pouvoir m'améliorer parce que je trouve que je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez ma patte dans la peinture en fait. Et du coup, tu dis que c'est avec ces peintures-là que tu as pu t'acheter tes premiers micros et tout. Mais avant ça, ton premier instrument, ça a été la guitare. Ouais. Et il me semble que le premier morceau sur lequel tu as travaillé, c'est Zao. Oui, en fait, j'ai commencé à apprendre la guitare avec le morceau Zao, je te promets. Je trouvais que la guitare était incroyablement belle. Donc je ne l'ai pas reprise avec la voix, juste la guitare. Et je me filmais jusqu'à la tête, jusqu'au visage. Enfin, je montrais que la guitare dans la vidéo. Et je la mettais sur YouTube. Et c'était un peu mes premiers pas sur YouTube et sur Internet. Et vraiment commencer à montrer que je faisais de la musique. Donc du coup, tu chantais pas du tout à ce moment-là? Non, j'étais encore trop pudique pour chanter, encore moins en français. Hein. Vraiment, cette histoire de pudeur et de choisir l'anglais, tu le sens dès le début. Dans toutes les vidéos que je postais, c'était vraiment, je filmais jusqu'à là, quoi. Parce que j'avais peur que mes parents ils voient les vidéos sur Internet ou autre chose. Donc c'est juste pour la guitare, en fait. Vraiment, au début, c'était que de la guitare. Ce morceau, moi, je le trouve super beau. Tu veux le lancer? Carrément. Là, on va écouter Zao, je te promets, du coup. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Du coup, là, on va checker Element de Kendrick Lamar. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a life for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit. DOT, my enemy, won't catch a vibe for this shit. Ayy, I've been stumped out in front of my mama. My daddy commissary made it to commas. Bitch, all my grandma's dead, so ain't nobody praying for me. Kendrick Lamar, il est connu pour ses clips très cinématographiques. En général, ils sont très beaux, avec des effets incroyables. Pourquoi tu as choisi celui-ci en particulier ?
C'est un clip qui m'a beaucoup marqué dans le sens où j'avais pas forcément tilté dès le début en fait le sens du clip, où j'avais juste regardé pour le côté visuel et déjà ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont super intéressants dans ce clip-là. Après ensuite, après revisionnage, parce que ce genre de clip, moi j'adore les mater 10 000 fois, en fait on se rend compte qu'il y a vraiment une histoire en fait dans chaque plan. Il y a vraiment un message qui est vraiment véhiculé dans chaque plan. Quand on voit par exemple le petit qui va, enfin le père qui demande au petit de le frapper. Après tu vois le père avec la gueule en sang. Ensuite tu vois Kendrick Lamar en train de frapper quelqu'un. Enfin, j'ai l'impression que ça raconte vraiment son enfance et après comment il est devenu. Et je pense que c'est aussi assez libre d'interprétation. C'est ça qui est bien aussi dans les clips. C'est qu'il n'y a pas forcément une définition précise, mais au moins on peut laisser l'esprit vagabonder. Putain, j'ai perdu le nom des références, mais en fait il y a beaucoup de références à des photographies à l'ancienne. Les photos de Gordon Parks, qui était un photographe très populaire pendant la période des Civil Rights et tout ce mouvement de Black Power aux États-Unis. Il a fait vraiment des photos qui sont incroyablement marquantes et elles ont été reprises justement dans ce clip. Il y a beaucoup de clichés qui sont vraiment été inspirés par les photographies de Gordon Parks et du coup c'est vraiment très inspirant aussi pour les futurs, je pense, directeurs. On peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de limite à l'inspiration. On peut les puiser dans les photos pour faire un clip. On peut tout puiser partout en fait. Du coup on va lancer Inglorious de Skepta featuring Slowthai. 1, 2, 5, doing up Bruce. Way too deep. Can't lace 9-5s, can't kiss my feet. All they do is chat breeze. Right now I'm breezing. Train spotting, I got babies on my ceiling. I'm steady plotting, now I'm copying cause I'm eating. Pourquoi tu l'aimes bien ce morceau? En fait, je suis tombé sur le clip vraiment par... Enfin, non, c'était mon photographe Victor qui me l'a envoyé. Il m'a dit « Faut que tu regardes ça, c'est incroyable ». Et en fait, c'est le jeu d'acteur qui m'a marqué, en plus de la qualité des plans. Je pense que les plans au tout début, quand tu vois la tête qui passe de l'air à l'eau, la réal est incroyablement folle. Et même l'étalo, tous les trucs de lumière, je trouve que tout a été bien géré. Et même tu sens que du fait du featuring, le plan avec Skepta, il n'est pas forcément dans la même cohérence que le début du clip. Mais rien que pour le jeu d'acteur de Slowthai, quand elle a les yeux écarquillés et qui a la petite larme qui se verse, incroyable. Toi, tu as beaucoup de références américaines, anglaises. Et dès le début, dès tes premiers morceaux, tu as commencé à rapper en anglais. Mm-hmm. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu n'as pas commencé à rapper en français? À la base, vraiment, l'anglais, ça a été un choix. L'anglais, ça a été un choix par pudeur, en fait. Dans le sens où, quand je commençais à écrire mes premiers textes vers le collège, lycée, on faisait des petits freestyles, tu vois, à la cantine. Et t'écris ton texte pour le lendemain. Et sauf que j'ai toujours vécu dans une très petite maison et ma mère dormait dans la chambre à côté de la mienne. Et j'ai toujours eu peur qu'elle comprenne ce que je racontais, tu vois, genre... On a cette culture un peu chez nous où on se dit pas trop les choses, où on est très pudique envers nous-mêmes et je vais pas aller voir ma mère lui dire « Ah, je suis en couple avec tel truc » ou « Je vais pas bien » ou « J'ai raté ceci ». Genre vraiment c'est « Bonjour, au revoir, ça va ». Mais c'est des je t'aime qui s'expriment pas forcément, mais juste dans les gestes, tu vois, de tous les jours. Et du coup, ça fait que, par pudeur, j'ai voulu choisir une langue que ma mère et mes parents ne pourraient pas comprendre directement. Et c'est là qu'au collège, vraiment pour rigoler, je commençais à écrire les premiers freestyles en anglais. Et c'était nul, c'était claqué. Sauf que quand je vais au collège et je commence à faire les premiers textes en anglais, t'as tes potes, ils sont en mode « Waouh !» Ça, ils te moussent un peu, normal, tu vois. C'est toujours ce côté moussage qui va te lancer dans un truc. Et après, de fil en aiguille, j'avais fait des reprises de sons en anglais sur YouTube et j'étais un peu le gars qui chantait ou rappait en anglais dans la bande. Et pareil, conséquence et cause de cause et conséquences, de fil en aiguille, j'ai pris l'anglais de plus en plus au sérieux jusqu'à aller en fac d'anglais, jusqu'à la licence et vraiment me consacrer à ce projet à 200%. Et vraiment, à la base, c'était parti de rien. Je me suis jamais dit je vais rapper en anglais parce que je vais faire le ricain ou parce que je veux percer aux States. C'était vraiment par défaut.
Et ça a été la suite d'enchaînements d'événements qui m'ont fait justement arriver jusqu'ici aujourd'hui et signer un contrat aux États-Unis, commencer à faire des albums, etc. C'est vraiment parti de ce côté pudeur envers mes parents et je voulais pas que les gens comprennent mes textes en fait directement. Et justement, tu as fait une fac d'anglais, mais juste avant, tu as passé un bac S. Ouais. Apparemment, tu étais un très bon élève. Ouais. Du coup, ça a déçu un peu tes parents d'aller en fac d'anglais, en tout Ouais. cas ta famille. Et il me semble que tu as essayé de mentir. Ouais. Tu peux me raconter cette histoire? Ouais, en fait, à la base, la fac d'anglais, c'était un peu un tabou, vu que j'avais mon bac S, mention très bien. Les parents, direct, la MIF, s'imaginent que je vais faire médecin. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, ma mère est femme de ménage, mon père n'avait pas d'emploi à l'époque. Et j'étais un peu le moyen de s'en sortir pour la famille. Mais j'avais vraiment cette ambition en tête aussi de perfectionner mes écrits en anglais et de continuer à étudier cette langue pour justement mes textes. Et ça fait que la première année de fac d'anglais, je me suis caché de mes parents. En fait, je ne leur ai pas dit directement que j'étais en fac d'anglais. Je leur ai fait croire que j'étais en fac de médecine. Et jusqu'à à un point, mes oncles, ils connaissent un prof à la fac qui connaît tel truc. Et ils ont découvert que j'étais en fac d'anglais. Et là, c'était... Tu vois, la famille a commencé à venir à la maison. Ils disaient ouais, pourquoi tu fais fac d'anglais? C'est quoi le projet? Nani, nana. Et moi, je voulais pas leur dire que c'était pour la musique. Tu vois, ma chambre, je la laissais tout le temps fermée à clé. Et je leur montrais pas mes clips ou quoi que ce soit. Tu vois, et surtout qu'à l'époque, il y avait que 3000 vues par vidéo. Du coup, ils n'étaient pas trop au courant de ça. Et ça fait que il y avait tellement de pression sur moi que j'en suis venu à créer une fausse lettre d'admission à Harvard que j'avais publiée sur mon Facebook à l'époque. Sauf qu'en 2 heures, t'avais les cousins du bled qui m'appelaient et toute la famille était en mode « What, t'es admis à Harvard, nanana, tu vois ». Et là, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain ?» Parce que maintenant, fallait justifier la chose, il fallait vraiment que je prouve que je suis à Harvard. Et après, j'ai commencé à avouer que non, en fait, c'était compliqué, etc. Et de fil en aiguille, ils ont vraiment capté que j'étais en fac d'anglais, mais ils ont après lâché le bail. Et jusqu'à ce qu'ils découvrent par eux-mêmes en fait que je fasse du son. En fait, ma mère a découvert que je faisais du son quand j'ai sorti le clip de Brothers. C'était ma voisine qui lui a montré, qui a dit regarde ce qu'il fait ton fils. Et là, elle a fait ouais, j'ai vu ton clip, c'est quoi ça, c'est pas mal, hein? Mais tu vois, genre, c'était pas encore rassuré. Et pareil, j'ai laissé mes parents en fait découvrir au fur et à mesure ma musique par eux-mêmes. Et surtout, je voulais pas les inquiéter. Et je pense qu'ils ont découvert quand ça a commencé à percer. Et c'est là que, en fait, il n'y a plus besoin de justification parce que là, les parents étaient rassurés. Et on ne parle pas encore de tout ce que je fais. Hein. Je leur dis pas quand je tourne un clip ou je leur dis pas quand je fais de la promo. Mais au moins, ils sont rassurés et je peux aider ma maman, je peux aider mon père, je peux aider la famille. Et je pense que ça, c'est l'essentiel au final. C'est vrai qu'ils doivent être plus que rassurés parce que là, tu es signé chez Republic Records. Qui est le label notamment de Taylor Swift, Drake, Ariana Grande. Là, tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas calculé ça, de percer aux États-Unis avant de percer en France, mais ta carrière, ça donne l'impression que tu sais depuis toujours que tu veux faire ça. Dès gamin, tu savais que tu allais finir... en fait, le truc, c'est que, tu vois, j'ai signé aux États-Unis. Là, j'en suis qu'à mon premier album, c'est que le début des choses. Mais tu vois, signer aux États-Unis, ça ne veut pas dire percer aux États-Unis. Tu vois, maintenant, à cette heure-ci, je ne pourrais pas remplir un Madison Square Garden. Tu vois. Maintenant, le reste du taf, c'est défendre l'album, tu vois, en France, après à l'international un peu, et de fil en aiguille, commencer à charbonner ça bien comme il faut. Mais le plus dur du taf reste à faire. Tu vois, là, c'est vraiment le début du début. Et surtout que je me rappelle très bien lors des rendez-vous ou quoi que ce soit, je disais, j'avais trop peur d'être un one-hit wonder. Tu vois, j'avais peur qu'ils appuient sur un bouton qui te fasse percer un single et d'un coup, tu perces aux States et d'un coup, tu disparais. Donc j'ai été clair là-dessus que ça prendra le temps que ça prendra, les efforts que ça prendra, mais il faut y aller naturellement. Tu vois, je veux pas de faux trucs, de fake ou je sais pas quoi. Si tu flops, il faut assumer le flop. Si tu galères, il faut assumer la galère. Mais il faut continuer de charbonner, il ne faut rien lâcher, tu vois. Et j'ai vu sur les commentaires de tes clips qu'il y avait beaucoup de commentaires en hongrois. Comment ça se fait? Alors, si je dis pas de conneries, y a un gros public hongrois qui est arrivé d'un coup.
c'est parce que c'est Pesetas qui a commencé à percer en Hongrie. Je sais pas comment, pourquoi, je sais pas. Et du coup, bah ouais, genre c'était il y a 3-4 mois, genre Pesetas a pris 15 millions de vues d'un coup. Et bah, j'ai fait 2 concerts sold out en Hongrie, des salles de 2000 personnes. Et c'était n'importe quoi, c'était... ouais. Je sais pas, des fois t'as des sons, tu vois, ils percent comme ça, mais faut pas chercher à comprendre. Et ouais, du coup, c'était très cool. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires hongrois maintenant sous les vidéos. Voilà, j'ai jamais prévu de percer en Hongrie non plus, tu vois. Et faut laisser la vie faire les choses. Là, du coup, on va checker Pesetas. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Now I don't give a fuck. Don't waste my time for this. I'm making my dollars while they're tweeting tweets. Now I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Now I don't. Il me semble que c'est ta tante c'est la voix de ta tante qui est à la fin de ce morceau. Comment ça se fait? Ouais, en fait, bah, les Pesetas, je sais plus, je crois que c'est... Je sais plus si c'est le numéro combien des Real Sundays, mais enfin bref, Pesetas, je l'ai fait pendant les Real Sundays et c'est là que ça commençait vraiment à monter, tu vois, après la vidéo de Seb. Et la famille, bah, du coup, commençait vraiment à s'intéresser à ce que je faisais. Et j'étais en train de travailler sur l'instru de Pesetas à l'époque. Et il y a ma tante qui était passée à la maison avec les cousins, me dire bravo pour ce qui se passe en ce moment. Et elle m'a demandé sur quoi tu travailles du coup, c'est quoi le prochain son, etc. Je fais bah, je suis en train de faire une instru là, mais je sais pas si tu as kiffé, c'est du rap, tu vois. Et du coup, je lui fais écouter la prod sur laquelle je suis. Et elle était dans ma chambre comme ça, elle écoutait, et d'un coup, elle commence à faire des des trucs comme ça. Et là, je fais attends, refais la même chose. Je viens à côté du micro, je vais t'enregistrer parce que ma tante, elle était cantatrice à l'époque. Et ça fait que je l'ai laissé enregistrer sur tout le son. Elle a fait plein de voix, de bacs un peu. Et j'ai gardé cette partie à la fin où il y a vraiment la voix de cantatrice. Et je l'ai intégré au son, quoi. Et je l'ai crédité dans le son. Et ça fait de la SACEM pour la famille, tu vois. C'était très cool. C'était une bonne expérience inédite. Jamais dans ma vie, j'aurais cru faire un son avec ma tante au bac, tu vois. Incroyable. Et tous tes morceaux qui font des millions de vues, dont Pesetas qui a énormément de vues sur YouTube, c'est des morceaux que tu as fait dans ta chambre, tout seul. Ouais. Tu fais les instrus, tu fais les arrangements, tu fais tout. Enfin voilà, t'es un vrai mec qui s'est construit seul. Et il y a une phrase de Georges Brassens que j'aimerais bien te lire, et tu me dis si ça te parle ou pas. Il parle de la langue, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi au travail. Il dit « Quand un outil existe déjà, on ne s'en fabrique pas un, et souvent l'outil que l'on se serait fabriqué irait beaucoup plus loin et travaillerait bien mieux que l'autre, celui qu'on nous donne déjà tout fait. » Ouais. Bah, cette phrase-là, je pense vraiment qu'elle a un sens très précis, dans le sens où... Un exemple, pour la musique, je pense qu'il faut... Quand tu arrives à faire la meilleure musique, c'est quand tu arrives à tout centrer dans un seul endroit. Si tu arrives à avoir... si tu fais tes prods, par exemple, ou tu enregistres dans ta chambre, ou tu mixes, masterises, bah, le produit que tu as dans ta tête au départ, il est comme le produit final que tu le souhaites. Si tu passes par beaucoup de filtres ou des gens qui ne te correspondent pas forcément, ou même des profils qui ne sont pas vraiment dans la même vibe que toi, bah, le produit que tu as en tête, il va toujours passer par des filtres qui vont distiller le produit final que tu souhaites. Et il y a Bandersnatch là, sur Netflix de Black Mirror, Bandersnatch qui est sorti, et à un moment tu choisis entre faire le jeu vidéo dans ta chambre ou faire le jeu vidéo avec une grosse équipe et des mecs super balèzes et tout. Et quand tu prends le choix de faire le jeu vidéo avec la grosse équipe et tous les trucs super balèzes, bah, tu te rends compte qu'au final, bah, ça se casse la gueule dans l'épisode. Alors que quand tu choisis de faire confiance à ton génie et à travailler tout seul, bah, je pense des fois, le fait de s'enfermer, le fait de s'isoler, le fait d'avoir tout à portée de main, ça peut faciliter aussi la tâche artistique. Un peintre, par exemple, pour faire une peinture, il ne va pas s'entourer de 6 personnes qui vont lui choisir quel sujet faire, quelle couleur choisir, quel format de tableau prendre. Tu vas être tout seul dans ta chambre, tu vas avoir tout seul dans ta pièce, et tu vas avoir ta réflexion à toi-même, et tu vas vraiment donner le produit qui sort vraiment de ton esprit directement. Et toi, c'est complètement ce que tu as fait. Tu as Ouais. tout dans ta chambre. Ouais.
D'ailleurs, ta chambre, elle est assez ouf. Tu as des couteaux plantés au mur, tu as des sabliers partout, t'écris des trucs sur ton mur. Juste devant ton bureau, il y a écrit Work More, je crois. Enfin, c'est un vrai laboratoire. Et c'est dans ta chambre que tu as fait tous tes sons. Et c'est dans ta chambre que tu as fait les Relay Sundays. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que c'est les Relay Sundays, pour ceux qui ne savent pas? Bah, du coup, en fait, les Relay Sundays, c'est un challenge que je me suis lancé il y a 2 ans quasiment, là. C'était de sortir un son par semaine pendant 1 an non-stop parce que justement, j'avais pas la visibilité que je souhaitais. J'étais en full indépendant, donc j'avais pas non plus d'attachés de presse ou de gens qui pouvaient me dégoter des interviews ou des médias. Et à chaque fois que j'essayais de rentrer en contact avec un média, bon, bah, je me faisais refuser et j'étais en mode putain, vous faites chier. Même avec Click, tu vois, je me rappelle très bien m'être embrouillé à l'époque avec une journaliste parce qu'on m'avait dit qu'on parlerait de moi. Au final, bon, on n'a pas pu. Enfin, bref, c'était pas dans ma portée non plus. Et bon, bah, j'avais le seum tout le temps. Et je me suis dit, bah écoute, le seul moyen de te faire connaître avec les possibilités qui sont à ta portée de main, c'est de faire un son par semaine. Parce que j'ai moyen de faire des instrus, j'ai moyen de m'enregistrer, j'ai moyen de mixer, masteriser et aussi de faire des clips en bonus. Ça fait que là, j'ai tout en ma possession pour sortir un son par semaine. Il faut juste que je prenne le temps. Ça fait que j'ai arrêté la fac d'anglais, j'ai fini la 3e année d'anglais et j'ai arrêté direct, je suis pas allé jusqu'à la 4e année. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi 1 an dans une vie, c'est rien, donc je vais sacrifier cette année de ma vie pour m'enfermer dans ma chambre, genre tous les jours à travailler sur un son et à le sortir après tous les dimanches. J'avais aucun son qui était prêt. En avance, j'avais aucun son qui était prêt. Donc je savais même pas trop dans quoi je me lançais, mais je savais que c'était le seul moyen pour moi de... Tu vois, là, maintenant, la musique, tu as des albums qui sortent toutes les semaines, tu as des singles qui sortent tout le temps. Et le seul moyen de me démarquer, c'était de balancer des sons, jusqu'à ce que justement, il y ait une personne ou quelqu'un qui se dise « Mais attends, c'est bizarre, le gars, il sort un son par semaine, il n'y a pas trop d'articles sur lui, on ne sait pas trop d'où il vient. » À un moment, ça allait parler de moi, je le savais, mais je ne savais pas quand. Et c'est des sons qui faisaient des millions de vues? Bah, en fait, le truc, c'est que jusqu'à la 32e semaine, tous mes sons, ils avaient 3000, 4000 vues maximum. En vrai de vrai, Brothers, avant que ça pète, il avait, je crois, 30 000 vues, à peine. Et en fait, bah, justement, je me lance dans ce challenge, donc je m'enferme dans ma chambre. 1re semaine, 2e semaine, 3e semaine, 10e semaine, 20e semaine. Et je me rappelle très bien, à la 5e semaine, j'ai écrit un son qui s'appelle For Mama. Et en fait, les Relay Sundays, c'était devenu un peu un journal intime. Et je racontais vraiment ce qui m'arrivait chaque semaine. Et dans ce son-là, bah, il y avait les huissiers qui étaient venus, qui voulaient réquisitionner du matos. En fait, les huissiers, quand ils viennent, ils essaient de prendre des trucs chez toi pour justement combler tes dettes. Et commencer à regarder les micros, ma chambre, etc. Et moi, j'étais en mode, mais non, faut... Enfin, c'est pas possible, je veux pas que ça... Enfin, je viens à peine de commencer mon truc, ça y est, ça va déjà être fini. Et dans ce son-là, du coup, je dis, t'inquiète pas, maman, on va s'en sortir. La fille de l'huissier, elle va m'écouter au final au concert, Inch'Allah, tu vois, des trucs comme ça. Et ouais, du coup, de semaine en semaine, je racontais ce qui se passait dans ma vie. Et du coup, 10 semaines passent, 20 semaines, 30 semaines. Je suis toujours à 1000, 2000 vues par vidéo, tu vois. Ça marchait pas forcément, mais je me dis, vas-y, va au bout de ce challenge, faut rien lâcher. Et il s'avère qu'à la 32e semaine, il y a eu la vidéo de Seb qui a commencé justement à mettre le feu aux poudres et à avoir de l'attention sur moi. C'était un peu l'attaché de presse qui me manquait, en fait, Seb. Et du coup, ça fait que... Et comment il m'a découvert aussi, c'est... Je faisais à l'époque des concerts dans des facs. Tu vois, j'avais un public 100% étudiant quasiment, et je faisais des petits concerts partout à peu près dès que je pouvais. Et j'avais un concert à Paris-Dauphine, avec il y avait 300 personnes dans un amphithéâtre. Et il s'avère qu'il y avait Seb là justement à ce concert-là. Et à la fin du concert, il me dit ouais mec, je comprends pas pourquoi t'es pas connu, tu vois. Je fais bah gros, moi non plus je comprends pas, mais Alice, ça va venir avec le temps. Et il m'avait proposé de faire une interview sur sa chaîne ou un truc comme ça. Et à la base, je lui avais dit non, je suis pas encore chaud pour les interviews, je me sens pas prêt, ça m'intéresse pas trop. Il me fait ok, y a pas de souci, mais t'inquiète, vas-y, on va faire des bails ensemble. Si jamais, je fais bah c'est super lourd. Et après, 2 semaines après, je crois, il m'a envoyé la vidéo en privé sur Facebook et qui m'introduisait justement. Et je fais putain, c'est super cool, mec.
ça fait plaisir, merci. Et du coup, il me dit, je la mets demain en ligne. Et bah, après, là, c'est là que les choses sont enclenchées, tu vois, je pense. Et comme quoi, il fallait rien lâcher. Et ce challenge, vraiment, c'est sacrifice que j'ai fait parce que je pense que ça m'a aussi marqué un peu mentalement. Tu vois, le fait de s'enfermer entre 4 murs. Et tu vois, je commençais à écrire partout dans ma chambre. Tu vois, vraiment, j'allais pas en soirée. Je faisais rien, pas de vacances, que dalle. C'était vraiment, je m'enfermais seul avec moi-même. Et le fait que je pense que j'écrive partout sur les murs, bah, c'est un peu des mantras qui me rappelaient aussi d'avoir confiance en soi et ça me donnait un peu de la force. Et j'ai un mur spécial dans ma chambre où c'est chaque personne de ma chambre qui y rentre doit laisser un truc écrit. Tu vois, ça veut dire que peu importe une phrase, un dessin, mais juste tu laisses ton énergie. Ça fait que quand je me sens un peu seul dans ma chambre, bah, je regarde le mur et je pense un peu aux gens qui écrivent. Tu sais, et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, ce mur il est devenu un peu iconique parce que t'as des mecs du label de Jay-Z, Roc Nation, qui ont écrit sur ce mur-là, mais t'as aussi le petit neveu de mon meilleur pote. Enfin, c'est vraiment un mur de toutes les personnes qui sont rentrées dans ma chambre. Ils laissent un peu leur énergie et ça me donne de la force quand j'en ai plus trop. Tu vois. Donc, comme tu disais, dans ta chambre, tu as des mantras un peu partout. Tu en as même un sur ta main, Ouais. vraiment. Ouais. Mais tu as aussi beaucoup de signes dans tes clips, dans tes visuels. Et tu en as un qui revient tout le temps, c'est le sablier. Mm. Toi, tu as 23 ans et on dirait que tu fais la course contre la montre, que tu as trop les crocs et que tu veux pas perdre une seconde, quoi. Ça te vient d'où, cette envie d'aller trop... ça te vient d'où, cette peur du temps, en fait? Je pense que si je devrais t'expliquer ma peur du temps, ça prendrait vraiment une journée entière, tu vois. Mais pour faire rapidement, c'est... Tu vois, je pense qu'il y a des événements qui arrivent dans une vie qui peuvent te marquer, tu vois, et qui ne sont pas forcément explicables, où tu ne mets pas des mots dessus. Mais c'est juste, tu vois, quand tu as l'impression de te faire beaucoup rattraper par la mort, bah, tu deviens un peu parano. Et voilà, j'ai toujours l'impression que bah, le temps, c'est la valeur la plus précieuse qu'on ait. En dehors de tout l'argent, la fame, le buzz que tu veux. Au final, ce qui reste, c'est le temps. C'est comment tu t'en sers et surtout prendre conscience que notre temps est compté, tu vois. Et quand tu es conscient de ça, après, voilà, tu essaies de mieux te gérer dans ta vie. Là, du coup, on va checker Against the Clock. I don't know what is so wrong with me. My time's always running, will I ever stop it? I don't know what's the hang on me. Me against the clock, I really try my hardest. Ouais, du coup, dans ce clip, c'est un peu le premier vrai gros clip que j'ai fait. Et dans ce clip-là, j'ai vraiment voulu travailler avec un choréal déjà pour déléguer le travail de tout ce qui est production, gestion de temps, etc. Et vraiment aussi raconter une histoire qui est la mienne surtout. Et il y a beaucoup de liens avec les clips passés et avec les clips qui s'en suivent aussi. Là, on va essayer de boucler cette trilogie avec Thank God, qui est le dernier clip de cette trilogie. Et dans ce clip-là, il y a pas mal de références aussi, par exemple, au tout premier clip que j'ai fait, qui s'appelle Nowadays. J'ai toujours cette relation avec le feu. Tu vois, mon premier clip, j'avais du feu sur les mains, juste. Ensuite, pour Brother, ça monte un peu sur les bras. Et pour Against the Clock, je suis complètement en flamme, en fait. Et moi, le but de mon œuvre, c'est que tout ait un lien. C'est pour ça que je me prends beaucoup la tête et que j'ai tendance à devenir un peu fou des fois dans ma chambre, à écrire des trucs. Mais pour moi, une œuvre est cohérente si on arrive à maîtriser aussi le passé et le futur de cette œuvre-là. Et dernière question, Riles. Toi qui cours après le temps et qui veut aller loin, tu vas t'arrêter à quel moment? Quand est-ce que tu vas t'arrêter de courir? Je pense que si je m'arrête de courir, honnêtement, je meurs. Donc toute ma vie, je vais courir, tu vois. Toujours dans chaque son de l'album, t'as le mot « run » qui vient. Et je pense que toute ma vie, je fuis vers l'avant. Et on va voir où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. On espère que ça va pas s'arrêter. Merci. Bon, merci Riles. Cool.